Les leçons du docteur A. Une initiation à la... très subjective. Ok, tout le monde est là? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va découvrir comment les deux capitales de la première Renaissance italienne se sont montées en l'air mutuellement à grands coups de révolution technique artistique dans leur chicot et essayer de comprendre quels auraient pu être leurs intérêts respectifs à promouvoir la couleur et le papier. Et on va commencer par Venise. Venise, elle a carrément intérêt à défendre la couleur. La meuf, elle possède un port marchand qui fait la richesse de tout le quartier et son terrain va prendre tellement de place qu'il va devenir le four pour tous les pigments les plus cotés venus d'Orient. Le bleu issu du lapis lazuli par exemple commence à être importé à la fin du Moyen-Âge et transitera d'abord par Venise avant de parvenir au reste de l'Europe. Dans cette situation de quasi-monopole du pigment, promouvoir la supériorité de la couleur revient simplement à promouvoir ta cité, ça c'est la base, c'est là que tu vas trouver la frappe, c'est toi qui as le meilleur terrain, genre y'a quoi? Évidemment, c'est toi qui pèse le plus. Venise voit aussi apparaître une véritable révolution qui permet justement de magnifier la couleur du pigment et ça les chauffe carrément. En Réquedie de Flandre, cette nouvelle peinture va faire péter un câble à tout le monde en révélant de manière extraordinaire la couleur grâce à l'huile qui produit autour du pigment une surface luisante. Les pigments se révèlent à la lumière aussi clairement que la corruption de nos sacs à merde de politiciens quand ils votent des lois pendant la nuit sans que personne ne le sache. Enfin, ce sera aussi à Venise que naîtra une véritable révolution picturale qui viendra participer à l'émancipation et donc à la diffusion de cette nouvelle peinture, la toile de lin tendue sur châssis. Allez, à plus l'ancien système de plaques de bois avec ses grandes galères, la toile va permettre de redéfinir entièrement la peinture en la libérant de leur taille limitée ainsi que de leur poids beaucoup trop lourd pour pouvoir espérer les déplacer et donc les montrer aisément. Poids inversement proportionnel à celui sur la conscience des politiciens qui attribuent aux grandes entreprises les plus polluantes des millions de subventions consacrées à l'écologie. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est impossible que ce nouveau support pour la peinture apparaisse comme par hasard à Venise au même moment qu'apparaît la peinture à l'huile et qu'en même temps les mecs avaient des tonnes de pigments à refourguer. Évidemment, il se passe un truc. Ça faisait 5000 ans que les peintres tartinaient leurs œufs brouillés sur des plaques de bois toutes pétées et là, au moment où Venise veut se la jouer capitale du pigment, apparaît comme par magie, un support incroyable qui sert à toute patate la promotion de cette peinture. Allez, arrête, derrière se joue un véritable intérêt financier. Centre du pigment brut, dorénavant passage obligatoire de l'essence de la peinture pour l'Europe, Venise veut incarner et diffuser la couleur dans sa toute-puissance et ainsi prétendre à la place de centre artistique de la Renaissance. Ces nouvelles peintures à l'huile, sur toile, changeront complètement la donne et rendront dès lors indissociables ces deux médiums, association qui perdure encore aujourd'hui, nous rendant très difficile l'idée de séparer la peinture de la toile. Et alors c'est des barres parce qu'on va trouver cette même logique économique du côté de Florence avec le papier et leur volonté de promouvoir leur récente industrie papetière. En effet, le tout premier moulin à papier d'Italie sera construit dès 1276, aux prémices de la Renaissance donc, à Fabriano, situé un peu plus au sud de la capitale lombarde. Cette industrie permettra l'apparition d'un tout nouveau support vraiment pas cher, car tellement plus simple à produire que le parchemin. Vas-y, tu peux y aller, c'est gratuit jusqu'à la caisse. Les mecs ont réellement permis la naissance de révolutions, dont celle de l'imprimerie, et avec elle, entre autres, la capacité de diffuser les manuscrits de la Grèce antique sur laquelle la Renaissance se construit. Au-delà de la possibilité de diffuser, le papier sert à développer une toute nouvelle pensée, l'humanisme, inspiré donc par la redécouverte des textes des philosophes grecs. Le papier permettra la diffusion de ces écrits ainsi que le développement d'une toute nouvelle pensée complexe qui irradiera dans tous les domaines, que ce soit artistique, littéraire, scientifique ou philosophique. Et ça, c'est la moula qui permettra alors à Florence de prétendre au titre de centre intellectuel de la première Renaissance, grand chassé dans les dents de Venise. Parce que ouais, écrire devient possible, voire facile, pour tous ceux qui n'ont pas le malheur d'être analphabètes, car l'école laïque et républicaine formant des citoyens éclairés et éduqués, et non pas des putains d'épaves aveuglées, formatées et désinformées qui n'existent plus aujourd'hui, n'existaient pas encore à l'époque. En ce qui concerne le dessin, la facilité d'utilisation du papier associée à l'immédiateté de la ligne permettra l'éclosion d'une toute nouvelle pratique portée entre autres par mon poteau, mon frérot, Leonardo de Vinci et sa fameuse punchline légendaire « Je peux dire en un dessin ce que vous mettriez 1000 pages à décrire ». Le papier va permettre de porter le travail d'observation à un niveau encore jamais atteint dans l'histoire de l'art et de transformer l'étude, l'esquisse, le croquis, c'est-à-dire la recherche fondamentale de la forme, en une pratique à part entière. Et je peux te garantir que les mecs, ils étaient chauds de la vision.
Ah ouais, ils étaient pas là à galérer la gueule collée contre des images de 30 pixels sur 30 sur lesquelles tu vois R. Cette recherche par l'observation servira de base même à la réflexion et donc au raisonnement sur le réel et donnera de véritables lettres de noblesse au dessin. Le papier sera pour toute une génération d'artistes florentins un support de prédilection et grâce à lui, l'étude de l'être humain sera autant philosophique qu'anatomique et scientifique. Florence sera aussi un des premiers centres de production, avec la Flandre encore, d'une toute nouvelle technique, la pointe d'argent, l'ancêtre de nos crayons de papier actuels. Un outil qui coûte que dalle à fabriquer, que tu utilises facile et qui dure sa grand-mère. Rien que tu pouvais les enchaîner les petits Jésus tout bizarres avec une simple mine. Grâce à son rendu particulier de ton gris et son tracé d'une grande finesse, il permettra de produire des œuvres d'une précision jamais égalée et fera de la Renaissance un des paroxysmes historiques de l'art du portrait dessiné. Clairement, tu peux pas tester les portraits à la pointe d'argent de Raphaël dont le velouté donne envie de lécher la feuille comme si c'était une boule de glace au lait de coco. Ce nouvel outil dédié au dessin servira encore à promouvoir le support papier et je prétendrai qu'il n'est pas anodin qu'il apparaisse à Florence au même moment. Les mecs, ils ont un produit à vendre, attends 2 secondes, ils te sortent un autre produit qui fonctionne qu'avec le premier, ils t'ont mis une double disquette, tu t'en es même pas rendu compte, allez, vas-y, garde la pêche. Mais ce seront surtout ces œuvres incroyables au tracé scientifique servant la découverte et la compréhension d'une nouvelle humanité qui assureront à la ville un moyen de promotion sans précédent de son industrie papetière et lui permettra d'incarner et de diffuser le dessin dans sa toute-puissance pour ainsi prétendre à sa place de centre intellectuel de la Renaissance. Ces milliers de dessins sur papier d'un tout nouveau genre rendront indissociables ces deux médiums, ce qui nous rend encore aujourd'hui très difficile l'idée de séparer le dessin du papier. Petite parenthèse pour tous mes étymologistes de l'Hexagone, en français on utilise le terme crayon de papier alors qu'on parle en fait aujourd'hui d'une mine de graphite dans du bois qui peut être utilisée sur de multiples supports. Et attention, surprise, même la toile pour le coup. J'en place une ici pour mon gars sûr. Le thème est archi faux, mais soude encore plus dans notre imaginaire l'outil à son support. C'est un petit exemple de plus de l'errement étymologique à la française, comme le fait de dire parti politique, alors qu'on parle d'association de malfaiteurs spécialisés dans le détournement de fonds publics. Mais bref, dans l'absolu, cette association est généralisée partout dans le monde aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode incroyable et la conclusion c'est que ouais, effectivement, l'apparition dans le champ de l'art du papier et de la peinture à l'huile amènera un véritable renouvellement conceptuel du dessin et de la peinture, permettant de préciser très justement leurs qualités fondamentales mais sans pourtant jamais remettre en question leur complémentarité. Encore une fois, je suis prêt à mettre ma bite à couper que ce sera uniquement l'opposition politique des deux centres historiques de la Renaissance qui créera ce faux débat théorique qui opposera dessin et couleur, raison contre passion. Opposition qui plus tard, par amalgame, deviendra l'opposition dessin contre peinture, du fait de la domination totale de la peinture à l'huile pour l'utilisation des couleurs, pour finir misérablement par l'opposition des supports qui auront participé à leur nouvelle conception, le papier et la toile donc, ceux-ci pouvant alors servir de base à leur définition respective actuelle, le dessin sur papier et la peinture sur toile. Ceci aura pris des siècles pour petit à petit nous faire oublier ce que sont réellement le dessin et la peinture. Dans le prochain épisode, on va même pas se chier dessus et on va tenter de proposer une conception du dessin qui ne serait pas aussi éclatée au sol que la conception des droits de l'homme en France aujourd'hui. Et enfin, peut-être, arrêtez de croire qu'un putain de support définit une pratique artistique. Vous avez kiffé ? Allez, ça fait plaisir. Vous connaissez les histoires, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui sont trop chauds de m'aider, il y a un lien pour mon Tipeee dans la description. Pour chaque abonnement, vous recevrez une sérigraphie d'un des dessins qui claque sa mère d'une des peintures qui a marqué l'histoire de l'art que vous avez pu voir dans cet épisode. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you